Tony, bonjour Nathalie, bonjour tout le monde, à toutes les personnes qui nous regardent. Alors moi je suis Brigitte, je suis la libraire de la librairie La Toile Imaginaire, une librairie qui est située à la gare dans le Var. Et puis voilà, et puis super parce que bientôt nous allons être déconfinés, on va tous pouvoir sortir, évidemment progressivement, mais j'espère que tout s'est bien passé pour vous. Et toi, Virginie, tu es à la campagne, à la ville, tu es. Oh, moi, je suis dans une presqu'île de rêve, dans une petite propriété familiale qui est la mienne, et avec un potager. Et alors, pendant ces 2 mois, je me suis dit, ouais, je vais écrire, mais non, le cœur et l'esprit n'étaient pas à écrire, et le cœur était à cultiver. Donc, j'ai potagé, du verbe faire le potager, non pas boire le potage. C'est moi qui l'invente, ce verbe. Et, euh, et c'est avec un grand plaisir que je reviens vers l'écriture et puis vers le partage de ce qui est si cher pour moi, la philosophie quantique. Oui. Alors justement, comment vous vous êtes rencontrés, Philippe Granarolo et toi, et qu'est-ce qui vous a donné vraiment envie d'écrire ce livre sur la philosophie quantique? Alors que ce livre, Dessine-moi un chat de Schrödinger, c'est vrai que le nom de Schrödinger est difficile à dire. Même Philippe m'avait dit, mais tu crois qu'on peut dire ce nom-là, ça va faire peur à tout le monde. Mais en général, on a plus ou moins entendu parler de ce chat de Schrödinger, qui est un chat qui a une particularité assez extraordinaire, c'est celle d'être vivant et mort à la fois. Et avec Philippe, en fait, si j'ai entraîné Philippe dans cette aventure, parce que c'est moi qui suis allée chercher, c'est parce que la science aujourd'hui nous éclaire au carrefour où la philosophie, la science, la spiritualité et les arts se rejoignent. Et alors pour ce qui était de parler de la science et de la spiritualité, j'étais un petit peu calée quand même, mais pour ce qui était de la philosophie pure, c'était beaucoup plus compliqué et il fallait quelqu'un de compétent. Donc on s'était rencontré avec Philippe pour des cafés philo et je lui ai proposé de travailler avec moi sur ce sujet parce que la physique quantique vient éclairer quelque chose qui a rapport à notre vie. Donc c'est pour ça que le mot philosophie est très important. Et parce que ce sujet est fantastique et nous fait vivre une époque vraiment extraordinaire, je vais vous expliquer ça, mais qu'il est souvent complexe et il est mal compris. Hein, comment comprendre qu'un chat est mort et vivant à la fois? C'est difficile. C'est pas intuitif en tout cas. Généralement, quand les physiciens en parlent, c'est aussi un petit peu difficile d'accès parce qu'ils ne le ramènent pas à notre vie quotidienne. Or, il s'agit aussi de notre vie quotidienne, de notre expérience intime, ce qui éclaire la physique quantique aujourd'hui. Nous avons fait appel à une illustratrice qui est Céline Decorte et qui est une illustratrice jeunesse. Et si nous avons fait appel à elle, c'est parce qu'elle a du talent, et elle est très sympa, qu'elle voulait bien travailler avec nous, mais c'est aussi parce que c'est une illustratrice jeunesse et qu'on voulait que le livre, en fait, soit, même dans sa forme, d'emblée, soit accessible pour situer, en fait, le propos. On va vous expliquer la mécanique quantique, on va vous parler de sa philosophie, de sa vie, mais c'est vraiment accessible au niveau de la compréhension grand public. Alors moi, c'est vrai que personnellement, je dois t'avouer que je m'intéresse à la physique quantique depuis très longtemps, depuis mon adolescence même. Mais pour une personne lambda comme moi et non scientifique, bon, j'avais vraiment beaucoup de mal à comprendre pratiquement toutes les notions de la physique quantique, hein, ça je dois l'avouer. Et lorsque j'ai assisté à votre conférence, c'était au mois de mars, c'est bien ça? Oui, c'était le 10 mars, c'était juste avant le confinement. C'est ça. Nous étions au 96, 3 jours avant. Là. J'ai eu des déclics. Si ma petite lampe au-dessus de ma tête était éteinte, en vous écoutant pendant cette conférence, j'ai eu un déclic. Ma petite lampe au-dessus qui s'allume d'une lumière jaune et je me dis, mais bien sûr, ah mais enfin, j'ai compris. J'ai compris vraiment des notions que, en lisant quelques ouvrages quand même qui étaient assez compliqués, assez scientifiques, que je n'arrive pas évidemment à assimiler. Mais là, en vous écoutant, c'était vraiment accessible. Alors, c'est vraiment une conférence que vous avez présentée, accessible à tout le monde, vraiment grand public. Et j'ai trouvé ça vraiment génial. Et je trouve aussi génial, c'est le fait que ça se démocratise en quelque sorte maintenant la physique quantique. Et beaucoup de personnes qui s'intéressent à cela parce qu'à votre conférence, vraiment, la salle elle était pleine et puis c'était vraiment, enfin, vraiment, pour moi, c'était vraiment Oui, très intéressant.
Et Mais oui, en fait, excuse-moi Brigitte, je te oui, coupe, mais en fait, aujourd'hui, le mot quantique, derrière le mot quantique, même si les gens ne comprennent pas ce que cela signifie d'emblée, ils ont le pressentiment, et c'est un bon pressentiment, qu'ils vont avoir des réponses à toutes les questions très intimes et très profondes qu'ils se posent sur la nature de la réalité, sur le sens de l'existence. Et bon, moi, ça fait 25 ans que je donne des conférences sur le sujet et que je traite le sujet. Il y a 25 ans, c'était difficile de mobiliser les gens sur le terme quantique. Et aujourd'hui, il suffit qu'on mette une affiche et puis on fait ça le comble. Parce que vraiment, il y a ce pressentiment que derrière ce que nous explique cet éclairage, on va avoir les réponses sur les grandes questions que nous nous posons tous. ouais. Notamment, dans le livre, vous parlez du pull jaune. Oui, Ça, c'est alors cet exemple, une couleur. Alors, éclaire-nous sur ça, Virginie, s'il te plaît. oui. En fait, c'est un exemple qui nous amène à comprendre ce que va nous amener la physique quantique. Et c'est un exemple de la vie quotidienne. Euh, Quand je vais commencer à le raconter, d'ailleurs, peut-être vous allez vous dire, non, mais elle ne parle pas du tout de science, mais si. Alors, donc, je commence. En janvier, quand on n'était pas encore confiné, j'étais partie faire les soldes en centre-ville et je suis tombée en arrêt devant une vitrine de pull. Et j'ai dit à mon époux qui m'accompagnait, j'ai dit, waouh, ce pull jaune là, il me le faut absolument. Tu vois, ce pull qui est jaune là, mais vraiment, il me le faut absolument. Et dans cette réflexion que je lui ai faite, dans cette phrase, évidemment, il y a une proposition qui est fausse. C'est pas il me faut absolument, hein, parce que ça, je peux vous assurer, il me fallait ce pull absolument. La proposition qui est fausse, c'est ce que je lui ai dit, ce pull qui est jaune. Parce que si je veux être conforme à ma formation scientifique, ce qu'on connaît de la science aujourd'hui, et ça, c'est même pas encore rapport à la mécanique quantique, mais ne serait-ce que la science classique, dire que le pull est jaune, c'est incorrect. J'aurais dû lui dire, regarde ce pull que je perçois jaune lorsque je l'observe dans des conditions de lumière blanche. Parce que figurez-vous que si la vitrine avait été illuminée par une lumière bleue, eh bien, le pull m'aurait paru noir. Je l'aurais vu noir. Et ça aussi, c'est une proposition qui est fausse. On ne voit pas le noir. Le noir, ce n'est pas une couleur, c'est une absence d'information visuelle. Quand on en regarde un objet et qu'on pense qu'il est noir, en fait, c'est comme si sur l'écran de nos pixels, sur la partie qui nous apparaît noire, il n'y avait pas de pixels, il n'y avait pas d'information visuelle. En fait, le noir est à la couleur ce que le silence est au son. Quand on est dans un studio d'enregistrement, que la porte est bien fermée, que on est dans un silence complet, il n'y a aucune onde acoustique qui vient à notre oreille stimuler notre tympan. Le silence, c'est une absence de son. Le noir, c'est une absence d'information visuelle. Et quand j'ai acheté ce pull et que je l'ai enfermé dans mon placard et qu'il s'est retrouvé dans l'obscurité de mon placard, même avec ma connaissance scientifique, eh bien, je me suis dit que, en fait, il était encore jaune. Et pourtant, ce jaune n'existe pas sur le pull. Le jaune n'existe que quelque part à l'intérieur de moi, dans une zone qui est non définie. C'est une impression. Il n'est pas sur ma rétine, il n'est pas dans le nerf optique, il n'est pas dans une partie de mon cerveau, ça reste une impression. Et pourtant, même en sachant cela, en tant que scientifique, pour moi, il me semble que le jaune appartient au pull. Et pourtant, il n'est pas sur l'objet. Et en fait, cet exemple du pull jaune, qui est un exemple plutôt trivial, nous montre que, d'une façon générale, nous confondons la réalité avec la perception que nous en avons. Et la physique quantique va depuis un siècle, et notamment encore plus depuis une trentaine d'années, parce qu'on a des moyens de faire des expériences qui sont assez extraordinaires qu'on n'avait pas il y a un siècle, et va nous montrer que cette confusion que nous avons entre la nature de la réalité et ce que nous pensons qu'elle est vraiment très grande. Elle est du même ordre que pour les contemporains de Galilée. Les contemporains de Galilée, en ce qui concerne la nature de la réalité de la Terre, ils pensaient qu'elle était plate. Ils étaient vraiment dans l'erreur, elle est plate, elle est ronde. Nous, on pense que le pull est jaune, même lorsqu'il est dans l'obscurité. Il n'est pas jaune. Le jaune, c'est qu'une impression que j'ai à l'intérieur de moi. Et la nature de la réalité en elle-même aussi, nous faisons une confusion sur ce qu'elle est. Alors pour ça, il faut que je vous parle, que je vous donne un autre exemple, qui est l'exemple du mur de briques. Lorsque vous vous retrouvez face à un mur de briques, vous imaginez qu'il y a un petit maçon qui est venu ou un maçon costaud, qui est venu avec sa petite brouette, avec ses briques, avec son sac de ciment, puis qu'il a monté son mur. Vous regardez ce mur, il est solide, et lorsque vous tournez le dos à ce mur, pour vous, il existe toujours. Eh bien, la mécanique quantique va nous dire que, peut-être pas
Hein, c'est comme un peu quand on pense que la Terre est plate, finalement, peut-être pas. Le physicien quantique, lui, il va aller essayer de voir ce qui se passe à l'intérieur des particules qui composent la brique, à l'intérieur de l'atome, des noyaux qui composent l'atome, et des particules qui composent le noyau. Et puis, ça fait comme des petites poupées gigognes, hein, au fur et à mesure de descendre vraiment au fin fond de la matière, ben, il va s'apercevoir que dans la brique, il n'y a pas de brique ultime qui la compose. Finalement, la brique, c'est un peu comme le jaune n'existe pas sur le pull, et le mur de brique, il n'est pas composé de briques, il est composé de rien. Alors, pas exactement rien, il est composé, c'est ce qu'on retrouve sur la nature de la réalité, d'un champ énergétique, d'une réalité qui est immatérielle, d'un champ de potentiel. Je sais qu'on en avait parlé à la conférence de ce champ de potentiel avec l'exemple d'Aladin. Donc, je sais qu'il t'avait beaucoup plu, Brigitte, alors donc je vais l'expliquer. Il faut que je vous explique à tous un petit peu ce qu'on entend par cette réalité immatérielle qui composerait ce que nous pensons être le réel. Eh bien, cette réalité immatérielle, c'est, pour donner une définition, c'est un champ énergétique indéniable, invisible, insaisissable et qui ne se manifeste que lorsque l'on interfère avec. Alors, on est bien avancé avec une définition pareille. Je vais vous donner un exemple pour qu'on puisse s'approprier la définition, même 2 exemples, parce que ça sera nécessaire. Nous faisons tous en ce moment l'expérience d'un champ de potentiel, d'une réalité immatérielle, qui est le champ gravitationnel. Nous avons tous un poids, et oui, même qui a augmenté avec ces 2 mois de confinement et tous les gâteaux qu'on a pu préparer. Nous avons tous un poids, et c'est parce que nous sommes dans le champ gravitationnel, et c'est un champ de potentiel, c'est une réalité énergétique, c'est indéniable, il existe bien, il nous donne notre poids. Il est absolument invisible, il est absolument insaisissable, et pour autant, il se manifeste lorsque l'on interfère avec. Alors, je ne sais pas si je vais bien cadrer, je n'ai pas l'habitude, voilà. Expérience du champ gravitationnel, il se manifeste lorsque nous interférons avec. Voilà. Donc, c'est pour essayer de vous faire comprendre, de vous faire ressentir ce qu'on entend par réalité immatérielle. Le champ gravitationnel, c'est bien une réalité physique indéniable, pour autant, c'est immatériel. Il y a un autre exemple qui est plus proche de chacun de nous, qui est le rêve. Dans votre tête, il y a une capacité à rêver. Même si on ne se souvient pas de nos rêves, lorsque l'on s'endort, eh bien, on se met à rêver. Cette capacité à rêver, elle existe. C'est bien un champ énergétique indéniable. C'est tout à fait invisible, c'est tout à fait insaisissable et inlocalisable. Et c'est lorsque nous allons nous endormir que ce champ va se manifester. Alors voilà, j'espère que vous comprenez un petit peu plus ce que j'entends par réalité immatérielle, champ de potentiel. La réalité au cœur de la matière est de cet ordre-là. Alors, si je vous redonne la définition, c'est la réalité immatérielle. C'est un champ de potentiel énergétique indéniable, invisible, insaisissable et qui ne se manifeste que lorsque l'on interfère avec. C'est quand même un petit peu lourd. Et j'ai une autre définition à proposer qui est plus facile, qui est plus poétique. Et je sais que tu aimes bien cette définition. C'est un champ de potentiel où la réalité immatérielle, c'est le rien qui est presque rien et qui est tout à la fois. Alors, pourquoi ces expressions? Dans votre tête, là, en ce moment, à tous, il n'y a rien. Je parle de rêve, hein, attention, hein, parce que normalement, je ne vous ai pas encore endormi, je vous ai peut-être pas encore tous perdus. Donc, en ce moment, en termes de rêve, il n'y a rien. Pour autant, il n'y a pas vraiment rien. Il y a cette capacité à rêver, c'est ce que j'appelle le presque rien. Et il y a tous les rêves possibles et imaginables, c'est ce que j'appelle le tout à la fois. Donc, la réalité potentielle, la réalité immatérielle, c'est le rien, presque rien, qui est tout à la fois. Il y a une définition plus simple à nous expliquer. Oui. Est-ce que tu as une définition? Oui. Alors, autrement, de nous l'expliquer autrement. Parce que c'est vrai qu'on a oui. du mal quand même à assimiler cette notion de... Cette notion oui. de réalité immatérielle. Oui, eh bien, nous partageons tous, dans notre imagerie collective, il y a un bel exemple qui symbolise la réalité immatérielle ou le champ de potentiel, c'est la lampe d'Aladin. Si mon souhait
cher, c'était d'avoir une énorme montgolfière multicolore. Je pense ça parce que c'est grand, c'est volumineux. Et qu'on m'amène une lampe d'Aladin. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des lampes d'Aladin. C'est pas très volumineux, une lampe d'Aladin. Il n'y a pas la montgolfière multicolore. Eh bien, en fait, la lampe d'Aladin, dans la lampe d'Aladin, en termes de vœux exaucés, il n'y a rien. Pour autant, il n'y a pas complètement rien, puisque si c'est une vraie lampe d'Aladin, une bonne lampe d'Aladin, il y a le presque rien qui est le génie de la lampe. C'est presque rien. Et c'est lorsque l'on va interférer avec cette lampe d'Aladin que le génie va se manifester et que tous les vœux possibles vont être réalisables. Le rien, presque rien, qui est tout à la fois, la réalité immatérielle, ce qu'il y a au fond de la matière, alors que nous croyons qu'il y a quelque chose de solide et de figé, eh bien, c'est un petit peu comme une lampe d'Aladin. Alors, ça veut dire que lorsqu'on agit, lorsqu'on provoque quelque chose, c'est cela? Et ça nous met, en fait, dans notre vision un petit peu ancienne, archaïque, le mot serait trop fort, mais dans notre vision newtonienne de la réalité, c'est-à-dire celle que nous avons menée jusqu'à maintenant après Galilée, eh bien, nous pensons que la réalité, la matérialité est quelque chose d'objectif, d'extérieur à nous. Le mur de briques est objectif, il est extérieur à nous. Si je ne suis pas en train de le regarder, il continue à exister. Et ce qui fait qu'il est totalement indépendant de nous. Dans la lampe d'Aladin, eh bien, c'est notre vœu qui va être exaucé. Et la réalité n'est que potentielle. C'est notre interaction avec ce potentiel qui va créer la réalité. Alors, il y a une autre image comme ça qui nous est très accessible et qui vient du monde du cinéma, du monde de l'audiovisuel. À peu près tout le monde, enfin, quand je fais un sondage, ça doit être 80%, 80% d'entre nous ont vu le premier film d'Harry Potter. Et dans ce premier film d'Harry Potter, Harry Potter, à un moment donné, doit aller à l'école des sorciers et il va à la gare de Londres et il doit trouver le quai 9 3/4. Et lorsqu'il se retrouve face à ce qui pourrait être le quai 9 3/4, il se retrouve face à un mur de briques. Je reviens à mon mur de briques, un mur de briques bien solide. Et il observe d'autres élèves qui sont en deuxième année, troisième année de l'école des sorciers, qui eux savent déjà que la nature de la réalité est différente de ce qu'on pouvait imaginer et pour qui le mur de briques va être plutôt un passage. En fait, cette image du mur de briques, cette image d'Harry Potter avec ce quai 9 3/4 est une image qui a une force symbolique énorme au niveau de la mécanique quantique parce qu'elle nous montre que la réalité, la matérialité va être en interaction avec l'observateur. Et c'est tellement important, parce que je ne sais pas si vous êtes allé à la gare de Londres, mais à la gare de Londres, il y a quelqu'un qui est payé quand même toute la journée pour pour vous proposer une écharpe, pour la tenir. Donc, vous l'enroulez autour de votre cou, vous tenez l'écharpe, et devant vous, il y a un chariot à bagages qui est à moitié rentré dans un mur, et les gens vous prennent en photo comme si vous passiez à travers le quai 9 3/4. Donc, ça nous montre que cette image de la réalité, au niveau de notre inconscient, au niveau de notre intime, nous titille vraiment quand même. On a envie de comprendre ce qu'est la réalité vraiment dans son fonctionnement intime, qui est un fonctionnement beaucoup plus fluide que si le mur de briques reste un mur de briques sur lequel on va se casser le crâne. Et justement, dans tout ce que tu viens de nous dire là, dans la réalité, comment ramener tout ça dans notre expérience de vie? Oui, ouais. Alors en effet, là je vous ai parlé du mur de briques, je vous ai parlé de Harry Potter, je vous ai parlé du pull jaune. Bon, on peut faire l'expérience du pull jaune et l'éclairer avec de la lumière bleue pour voir qu'à ce moment-là il n'est pas jaune. Mais en fait, comme les contemporains de Galilée, avant Galilée, en fait, les contemporains de Galilée vivaient en pensant sur une terre ronde, en pensant qu'elle était plate. Pourtant, ils faisaient des expériences qui avaient rapport à la Terre ronde, ne serait-ce que parce qu'ils avaient un poids et qu'il y avait la gravité. Mais ils étaient absolument convaincus d'être sur une Terre plate. Nous vivons avec une image de la réalité qui est éloignée de sa nature réelle. Ça veut dire que nous vivons un bon nombre d'expériences qui ne trouvent pas d'explication et qui ne trouvent pas de cadre cohérent pour qu'on puisse les comprendre. Alors ces expériences, on les met dans des petits tiroirs, on dit bon ça c'était une coïncidence, ça c'était une synchronicité, ça c'était un moment de folie, mais nous savons que ça a du sens, mais on ne peut pas proposer de cadre cohérent. Alors, je vais vous raconter une petite histoire qui va vous permettre de vous réapproprier en fait mon propos ou les idées de la mécanique quantique dans notre quotidien. Et c'est l'histoire de Lucie. Lucie était polytechnicienne, elle était
ma supérieure lorsque j'étais jeune ingénieure en début de carrière. C'était déjà il y a 28 ans. Même. Et Lucie est née polytechnicienne. Alors, comment on peut naître polytechnicienne? Elle est née dans une famille de commandants. Enfin, tout le monde était dans la marine, tout le monde avait des grades. C'était très strict chez elle. Il y avait 4 frères au-dessus qui ont tous fait naval et qui sont tous venus officiers. Et elle, comme elle était brillante, eh bien, elle a eu son bac à 16 ans, elle a intégré le Gland et Polytechnique à 18 ans. Et elle s'est retrouvée au GERTSEM, c'est le laboratoire d'acoustique sous-marine où j'ai fait mes débuts avec elle, face à la mer. Donc, elle a quitté son cheminement très parisien, son cheminement très cadré, elle s'est retrouvée face à la mer. Et là, face à la mer, au large, avec les pins, les cigales et le soleil, elle s'est rendue compte qu'elle portait un projet dans son cœur qui était beaucoup moins militaire que celui de ses parents. Elle voulait s'occuper de mammifères marins. Et à l'époque, il y a 28 ans, eh bien, c'était moins couru qu'aujourd'hui et l'armée ne donnait pas de crédit pour s'occuper de la protection de mammifères marins. Donc, elle a été obligée de quitter l'armée. Mais quand on est polytechnicien, eh bien, on doit quelques années à l'armée. Donc, c'était un petit peu compliqué au niveau des rouages administratifs. Tout ce projet était prêt. Elle avait développé elle savait ce qu'elle allait développer techniquement au niveau de son hydrophone, elle savait son plan comptable, etc., etc. Mais elle n'était pas libérée au niveau administratif. Et un matin, alors que nous devions partir en réunion, le téléphone a sonné et elle a décroché et on lui a annoncé que ça y est, le dernier blocage administratif venait d'être levé. Très enthousiaste, elle a bondi de derrière son bureau pour me dire ça y est, je suis libérée, genre Reine des Neiges, hein, même si c'était pas encore sorti, libérée, délivrée. Et ce faisant, eh bien, elle s'est fait une entorse monumentale qui a fait enfler sa cheville droite et lui a arraché un cri de douleur. Les larmes lui sont montées aux yeux. Et j'ai vu qu'elle était mal à l'aise. Hein. Si elle avait fait une brillante carrière en école polytechnique, on ne lui avait peut-être pas appris à exprimer ses émotions ou à les manifester. Donc je l'ai laissée toute seule. Je suis allée m'occuper de la réunion et lui laissant le temps de reprendre ses esprits. Et je vais vous raconter ce qui s'est passé pour elle entre le moment où je l'ai laissée et où elle est revenue en réunion. En fait, Lucie, eh bien, s'est rendue compte qu'elle avait vraiment envie de pleurer et qu'elle avait du mal à contenir ses larmes et son émotion, et ça n'allait pas être possible de gérer la réunion comme ça. Donc, elle s'est dit que pour rejoindre le bâtiment, on devait passer devant une crique. On avait l'habitude de se baigner. On était en mars à cette époque et l'eau était froide. Et elle s'est dit, bah, je vais descendre, je vais mettre mon pied dans l'eau. Ça va résorber l'entorse, ça va me faire une douche froide. Et c'est ce qu'elle a fait, clopin-clopant. Elle est descendue jusqu'à la crique en serrant les dents. Quand on a fait Louis le Grand à 16 ans, on sait serrer les dents, il n'y a pas de souci. Donc, elle est descendue jusqu'à la crique, elle a mis son pied dans l'eau et ça n'a pas eu du tout l'effet escompté. Elle s'est mise à pleurer de plus belle. Et dans le kaléidoscope de ses larmes, elle a vu quelque chose qui brillait à ses pieds. C'était une petite coquille de crabe. Elle l'a ramassée et en fait, la coquille brillait parce que l'intérieur de la coquille n'était pas d'un orange passé comme on a l'habitude sur l'extérieur. C'était nacré avec des petites étoiles. Et c'est ça qui avait reflété les rayons du soleil. Et dans sa main, sous ses yeux, en fait, la coquille s'est oxydée, ce qui lui a permis de comprendre que le crabe à ses pieds venait tout juste de muer. Et ce faisant, elle n'a pas pu s'empêcher de faire le parallèle avec ce qu'elle était en train de vivre. Elle aussi, en fait, elle devait quitter sa carapace, elle devait s'en détacher, elle devait se jeter dans le grand bain, elle devait faire face aux requins, parce que les budgets des mécènes, c'est quand même convoité. Elle était vraiment dans la même situation que ce petit crabe, vulnérable, parce que pendant qu'il perd sa carapace, avant qu'il en fasse une autre, avant que ça durcisse, eh bien, il peut se faire boulotter par tous les prédateurs du quartier et elle allait être dans la même situation. Et donc, en fait, elle s'est rendue compte tout simplement qu'elle avait peur et que c'était une mort symbolique, qu'il fallait qu'elle quitte le projet de ses parents, qu'il fallait qu'elle quitte la sécurité de sa carrière toute tracée. Mais elle a réalisé qu'elle avait les moyens de le faire et puis que par rapport au petit crabe, elle ne risquait pas sa vie, peut-être juste de se planter. Donc, elle a repris son inspiration, elle s'est rendue compte qu'elle ne pleurait plus. Elle s'est rendue compte aussi que le froid avait fait son ouvrage, s'était résorbé et elle est montée en réunion. Et, voilà. Et elle a monté son entreprise après, pour la petite histoire.
Alors, en fait, qu'est-ce qui s'est passé pour elle lorsqu'elle était dans cette crique? Eh ben, c'est ça qui est intéressant, c'est que bah, c'était une crique comme une lampe d'Aladin. Aladin s'est manifesté et lui a demandé quel était son souhait. Et Lucie lui a dit, mais mon souhait, c'est d'aller de l'avant là dans la réunion et d'aller de l'avant dans mon projet parce que c'est ce que je veux. Et si j'ai une entorse et que je peux pas démarrer, ça va être difficile. Et puis pourquoi je ressens toutes ces peurs. Et Aladin lui a répondu, bah, il suffit de muer, ma fille, mue, quitte ta carapace et tu vas pouvoir aller de l'avant. Alors évidemment, vous imaginez bien que comme elle ne croit pas, elle était polytechnicienne, elle ne croit pas à Aladin, c'est pas Aladin qui a manifesté, mais c'est le petit crabe qui a été là pour raisonner ce qu'elle était en train de vivre à l'intérieur d'elle-même. Alors, quand elle est remontée en réunion, il y avait comme un petit conflit en elle. Parce que à la fois, elle était en train de se dire, bah, c'est une coïncidence. C'est une super coïncidence, c'est une très jolie coïncidence. Mais ça ne peut être qu'une coïncidence parce que la réalité est objective. Elle est extérieure à moi. Elle n'est pas en lien avec moi. Ça, c'était sa tête qui lui disait ça. Mais dans son cœur, elle était en train de dire, mais on ne peut pas me faire croire que c'est une coïncidence. Moi, je sais que ça a du sens. Moi, je sais que ça a été important pour moi. Il s'est passé quelque chose. J'étais en lien avec cette réalité-là. Et en fait, c'est comme Harry Potter. Soit on considère les choses comme un mur qui va être figé et qui va être objectif, soit on va le considérer comme un passage. Et tant que pour nous, dans notre intime conscience, la réalité est quelque chose d'objectif et de figé et dans lequel on n'est pas en lien, ça c'est la vision newtonienne de la réalité, eh bien on va se retrouver face à des murs. Et si on s'ouvre à la perception, à la compréhension quantique de la réalité, où le réel finalement est fluide et en relation symbolique avec l'observateur, alors peut-être qu'on va s'ouvrir d'abord à beaucoup plus d'harmonie intérieure, parce qu'il n'y aura plus le conflit entre la tête et le cœur, et puis on va s'ouvrir à un plus grand passage. Voilà comment on peut se réapproprier la vision quantique au niveau de la nature même de la réalité dans notre quotidien. Ça, ce sont vraiment des situations qu'on a tous vécues finalement, mais sans le oui, savoir que c'était de la physique quantique. Ça peut être expliqué par la physique quantique, c'est ça? Tout à fait. C'est-à-dire qu'on a tous vécu des situations comme ça. On les a toutes planquées dans des petits tiroirs parce qu'on n'avait pas de cadre cohérent pour les comprendre, mais on ne les a jamais oubliées parce que pour nous, elles étaient riches de sens. Et en fait, la physique quantique vient aujourd'hui éclairer vraiment le fonctionnement de cette situation et de ne pas nous les présenter comme des anomalies. Mais c'est parce qu'on change de regard sur la nature de la réalité. Alors ce changement de regard, quand même, il est assez vertigineux parce qu'il est troublant. Parce que finalement, en fait, c'est un peu comme dans Matrix aussi, si je veux redonner encore une autre image que nous avons tous dans notre imagerie collective. Dans le film Matrix, c'est le moment où il prend la pilule bleue ou la pilule rouge et il s'aperçoit que ce qu'il prenait pour de la réalité, c'était une illusion. Et une des grandes phrases qu'on entend dans les philosophies orientales, c'est que le monde est illusion. Et oui, le fait que je pense que le pull est jaune quand je ne le regarde pas, c'est une illusion. Et la physique quantique nous dit aussi que le mur de briques est peut-être beaucoup plus fluide que cela, et croire qu'il est solide quand on ne le regarde pas, c'est aussi une illusion. D'accord. C'est ce qu'on appelle la synchronicité aussi ou pas? Ou est-ce que c'est autre Oui, chose? alors tout à fait. L'expérience de la petite histoire de Lucie, c'est vraiment une expérience de synchronicité. Alors, quand on va être dans notre façon ancienne newtonienne de voir le monde, comme pour nous, il n'y aura pas de relation entre nous et l'extérieur, on pourra dire que ce sont juste des coïncidences. Quand on va être dans le mode j'appréhende la réalité sur le plan plus quantique, à ce moment-là, on parlera de synchronicité parce qu'en effet, il y a un lien entre ce qui nous paraît extérieur et ce que nous vivons à l'intérieur. D'accord. Très bien. Je crois qu'on passe. Tu voulais dire autre chose encore, Virginie? Vas-y, si tu souhaitais. Non, s'il y a des questions, je veux bien. Nathalie, tu as Oui, je suis là, vous inquiétez pas. Donc, j'ai des questions qui sont arrivées pour Virginie, dont la première va la faire sourire, je pense. Virginie, pour vous, qui de la poule ou de l'œuf est venu en premier? Est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Alors, c'est une chose que je n'ai pas développée là, parce qu'en 30 minutes, on ne peut pas complètement développer, mais pour comprendre tout ce que j'ai expliqué, on va comprendre en physique quantique, et c'est vraiment une clé, et c'est ce qu'on développe dans le livre « Dessine-moi un chat » de Schrödinger, et c'est aussi ce qu'on développe dans la conférence que je donne en duo avec Philippe, qui est une conférence théâtralisée, là, qui avait plu à Brigitte, qui a fait qu'on s'est rencontrés d'ailleurs. En fait, on va expliquer
la nature du temps, parce que depuis Einstein, même avant, mais depuis Einstein, c'est lui qui l'a rendu célèbre, nous savons que le temps n'est pas ce que nous imaginons. Pour nous, le temps, c'est un rail immuable qui s'écoule dans le sens passé, présent et futur. Et en fait, avec la mécanique quantique, aujourd'hui, on fait des expériences, donc depuis une trentaine d'années, qui nous montrent que le temps s'écoule dans le sens présent vers le passé, comme vers le futur. Donc, ce qui fait que le mot début et fin n'a plus de valeur. Donc, qui de la poule ou de l'œuf est venu en premier, en fait, c'est de notre envie de manger une omelette. Parce que c'est du présent. C'est le présent qui va créer, c'est le présent qui va créer à rebours le passé. Mais bon, ça, j'ai pas pu vous l'expliquer parce qu'il faut un petit peu de temps, de ce temps qui n'existe pas pour pouvoir le comprendre. J'ai un spectateur qui demande les exemples que vous avez cités d'Harry Potter et tout ça, on les retrouve bien dans le livre? Oui, c'est cité dans le livre. Oui, c'est cité dans le livre, ouais. Oui. Alors, j'ai une question par rapport. Est-ce que la physique quantique vous a aiguillé, aidé pendant ce confinement? Ah oui, parce que c'est la philosophie quantique en ce qui me concerne, parce que je vis avec l'idée d'un temps non linéaire. Pour moi, le temps ne s'écoule pas dans le sens passé, présent, futur. Donc, ce qui fait que je peux, lorsque vraiment j'arrive à être dans cette compréhension quantique, ne vivre que dans le présent. Donc, du coup, confinement ou pas confinement, 2 mois ou pas 2 mois, ça n'a plus de signification. Mais enfin, ça, c'est En fait, c'est ancré en vous. En fait, c'est comme si c'était inné chez vous, cette philosophie. Vous ne pouvez pas vivre sans, c'est comme ça. Aujourd'hui, oui. Voilà, c'est un peu comme si on vous disait, non, mais la Terre est plate. Et vous dites, mais non, moi, je sais, je vis et je respire avec le fait qu'elle est ronde, même si j'y pense pas constamment. Et en ce qui me concerne, pour moi, en fait, il n'y a pas ni début ni fin. Donc, le confinement peut être pénible ou peut être particulier si c'est quelque chose qui débute et dont on ne voit pas la fin et qui nous paraît long. Mais lorsqu'on va vivre juste l'instant présent, on va le vivre d'une façon vraiment très, très différente. En fait, comme tous les autres moments de notre vie. On va juste faire un petit retour sur le chat. Pourquoi ce chat précisément? On m'a posé 3 fois la question, donc les gens sont très intéressés par pourquoi ce chat spécifiquement et pas je sais pas moi, un Maine Coon, ou pourquoi vraiment ce chat-là particulièrement? Le chat de Schrödinger. Ouais. En fait, quand on parle de physique quantique, c'est difficile de faire l'économie de l'exemple du chat de Schrödinger. Alors, pendant une demi-heure, je préférais vous parler du pull jaune, c'était plus accessible, oui. Parce que pour comprendre que le chat est mort, et vivant et mort à la fois, en fait, il va falloir comprendre justement qu'il n'y a rien de défini dans notre réalité tant que nous n'interférons pas avec, c'est-à-dire que tout est potentiel. Le chat, dans cette boîte de Schrödinger, il est vivant et mort à la fois parce qu'en fait, il est sans être, c'est un potentiel. C'est comme si je veux essayer de faire un raccourci, c'est comme quand Lucie descend à la crique. Lucie descend à la crique, mettre son pied, et c'est au moment où elle met son pied, parce qu'elle est en train de muer, qu'un crabe est là en train de muer. Et c'est parce qu'elle met son pied à ce moment-là que ce crabe est né 3 mois avant pour muer pile poil au moment où elle allait mettre son pied. Donc, alors c'est difficile à expliquer comme ça, il aurait fallu quand même que j'explique un petit peu plus longuement cette question du temps. Mais quand on va vraiment intégrer que le passé est le résultat du présent et pas le présent, le résultat du passé, on va pouvoir comprendre cet état particulier de chat de Schrödinger qui peut être mort et vivant à la fois parce que il est dans un état multiple et c'est dans notre interaction avec nous qu'il va être ou vivant ou mort. Mais tant que nous n'interagissons pas avec, il est vivant et mort, il est dans tous les états possibles. Tant que Lucie ne met pas son pied dans la crique, le crabe n'a pas mué. D'accord. J'ai une question qui vient d'arriver là. La philosophie quantique supprime-t-elle les émotions? Et avez-vous vraiment été indifférente à ce confinement? Ah non, elle ne supprime pas les émotions. Elle nous permet de les vivre avec une intensité, avec un émerveillement et avec une sérénité qui est très importante. Donc, je n'ai pas été indifférente à ce confinement. Pour moi, il a été vraiment comme le chat de Schrödinger, il a été et la vie et la mort à la fois, et toutes les nuances qu'il peut y avoir
entre les deux. Au contraire, parce qu'en fait, quand on intègre vraiment, bon là je vais aller un petit peu loin, mais quand on intègre vraiment qu'il n'y a ni début ni fin, on a beaucoup moins peur de mourir puisqu'on sait qu'il n'y a pas de fin. Donc toutes les émotions que l'on peut vivre, on va les vivre complètement, pleinement, mais en les embrassant, mais de tout son cœur, et qu'elles soient négatives, qualifiées de négatives ou qualifiées de positives. On a beaucoup moins peur de les vivre en fait. Alors, les chamans vivent-ils plus que nous dans la physique quantique, qui est une autre appréhension du temps et de l'espace? Tout à fait, tout à fait. Depuis toujours. Enfin, comme nous, on sait que la Terre est ronde et qu'elle n'est pas plate. Eux, ils savent qu'il existe plus de dimensions à la réalité, que le temps n'est pas ce que nous imaginons et que la matière n'est pas aussi solide que ce que nous croyons. Oui, oui, eux, ils ont cette perception, cette compréhension du réel qui est naturelle, qui est ancestrale chez eux. C'est dans notre monde occidental où en fait nous avons une vision très matérialiste pour le coup et qui nous a coupé de notre ressenti de la multidimensionnalité. Parce que quand on va parler physique quantique, on va parler multidimensionnalité obligatoirement. D'accord. Et quelle place donnez-vous à l'observateur qui est en vous? Oh, c'est toute la place, c'est moi. L'observateur, c'est moi. Je suis l'observateur et je suis le tout qui... Enfin, je suis l'observateur qui observe le tout et je suis le tout qui m'observe. D'accord. Et si on lit votre livre, comment on va, nous, intégrer les aspects de la physique quantique dans notre vie quotidienne? Je sais que vous en avez déjà parlé, mais c'est une question qui est arrivée. Alors, vraiment, hein, ça va être. Alors, à la fois, il y a une explication sur le nombre de dimensions de la réalité, sur la nature du temps, parce que c'est vraiment très, très important de comprendre cette clé-là. Mais à la fois, on va revenir à des exemples du quotidien. Dans le livre, il y a l'exemple de Lucie, hein, qui est imagé d'une façon différente, parce que dans ce livre, c'est un chat qui parle à une illustratrice. En fait, mon illustratrice, on lui a demandé de dessiner un chat de Schrödinger. Elle me dit, mais comment je fais pour faire un truc original, quoi, un chat mort et vivant à la fois, comment je fais? Et l'idée du livre, en fait, c'est le chat qui lui dit, mais demande-moi, moi je vais t'expliquer. Et donc, pendant toute l'explication du chat, pendant tout le dialogue du chat avec l'illustratrice, en fait, elle est dans sa cuisine, elle est en train de réfléchir à des choses du quotidien, et c'est ces choses du quotidien qui illustrent comment la mécanique quantique, la philosophie quantique est tout à fait en relation avec notre quotidien. De toute façon, c'est ça qui est intéressant, c'est ce qui se passe dans notre vie intime, ce qui se passe dans les labos, ce qui se passe dans les grands cyclotrons. Quand on n'est pas chercheur, ça nous regarde pas. Mais quand on a su que la Terre était ronde, il y a plein de gens qui n'ont pas pris leur bateau pour faire le tour de la Terre. Ce qui avait été important, c'est qu'est-ce que ça changeait au fond d'eux, dans leur vision du réel, dans l'ordre des choses, dans leur relation à Dieu, etc. etc. Et quand on va être éclairé par la physique quantique, c'est vraiment dans notre quotidien et dans l'intime de notre réflexion que les choses vont se passer, pas uniquement en labo. Enfin, puis dans le labo, c'est pas forcément ça qui nous intéresse et qui m'intéresse moi en plus. Hein. C'est plutôt la vie que la technique qui m'intéresse. En tout cas, c'était passionnant. J'ai plein de messages dans le sens où les gens ne vous ont pas lu. Ils ont très envie d'aller vous lire. Donc, vous les avez conquis. Donc, je vais rentrer dans la brèche pour dire que votre livre, donc Dessine-moi un chat de Schrödinger, là, ça y est, j'arrive mieux à le prononcer, aux éditions Parole, est disponible dans toutes les bonnes librairies et à partir du 11, donc de lundi, tous en librairie, puisque toutes les librairies... Alors, il y a juste, j'ouvre une parenthèse, est-ce que vous pouvez attraper le livre qui est derrière vous, parce qu'on me demande de montrer le livre, et il est juste derrière Virginie, voilà, pour ceux qui veulent voir le livre, ça ressemble à ça. Donc voilà, vous pouvez le trouver aussi en précommande chez vos libraires, donc toutes les infos sur je soutiens ma librairie.com, et notamment, il est aussi dans la librairie de Brigitte, et avant de conclure, je vais laisser la parole à Brigitte. Brigitte, je te laisse. À la librairie, nous allons prévoir une séance, une rencontre, hein, Virginie. Oui. Mais je pourrais expliquer un petit peu plus longtemps et répondre aux questions. Voilà, comme ça, tu pourrais expliquer un peu plus, disons, de manière plus précise, un petit peu ce qu'est la physique quantique. Avec grand plaisir de te réécouter, parce que moi, j'avais adoré votre conférence à tous les deux. Et puis, je sais que à la librairie, j'ai des lecteurs, des lectrices qui attendent votre conférence, parce que j'ai parlé beaucoup de votre livre et ça a soulevé beaucoup de questions, beaucoup de curiosité aussi. Voilà, ce que la physique quantique peut représenter dans la vie de tous les jours. Voilà. Les synchronicités et les émotions, les ressentis qu'on peut avoir tous les jours. Et toutes les choses extraordinaires sur lesquelles
Voilà. Toutes ces expériences extraordinaires, parce que le sous-titre c'est quand la philosophie quantique révèle l'extraordinaire de notre quotidien. Toutes ces expériences qu'on des fois on qualifie de magiques en fait, hein, et qui peuvent prendre de la cohérence et du sens, et on peut se les approprier sans que ce soit un conflit entre la tête et notre cœur. Et oui, donc d'ici la mi-septembre, en septembre, on essaye d'organiser une rencontre pour pouvoir en parler encore plus, et puis ouais, puis ça va être sympa aussi de pouvoir se retrouver, se rapprocher. Donc, mesdames, je vous remercie beaucoup pour ce moment passionnant. Merci Virginie de nous avoir aussi bien parlé de la physique quantique. Maintenant, on a bien compris ce que c'était. Moi, Merci Nathalie. j'ai une vague idée, mais maintenant, c'est très clair. Je vous rappelle que demain, je vous retrouve à 17h30 et je serai avec Tonino Benacquista pour son livre « Toutes les histoires d'amour ont été racontées sauf une » qui est paru chez Gallimard. Je vous souhaite donc une belle fin de journée. Alors, attention, on va se quitter. On va se retrouver dans le noir. Je sais pas si... Alors, on sait que le noir, c'est pas une couleur. Hein. On a bien compris. Voilà, et là, on va vraiment être plongé sans pixels, sans rien. Donc, merci mesdames. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Merci. Au revoir. Merci beaucoup.